Bien, un grand merci Franck d'avoir mis magnifiquement en évidence cette contradiction entre la petitesse de l'être humain et l'immensité de son impact aujourd'hui, et la contradiction entre un être humain capable du meilleur et du pire. On l'a vu, on le voit ces jours-ci, on le voit depuis qu'il est là, cet être humain. Il prend de plus en plus de place, et bien vous nous ramenez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aussi, vous avez dit, on a inventé la politique à un moment donné. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un cadrage politique qui exprime des volontés au service de l'intérêt général, du bien commun. Alors, M. Alfonso Gomez, on attend votre message avec beaucoup d'intérêt. Merci déjà, d'ores et déjà, de tout ce qui se passe à Genève autour des enjeux de la durabilité et du climat. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue pour surtout pour cette première semaine du climat qui est proposée par la ville de Genève. Permettez-moi également de remercier les organisateurs, et vous l'avez fait, mais j'y reviens. Ils ont fait un travail formidable, le Sablier de Cassandre et le service de la ville de Genève, l'Agenda 21 Ville Durable. Vous savez qu'en adoptant sa stratégie climat en 2022, la ville a franchi une étape importante en matière de mobilisation citoyenne. Il y avait 3 axes. Il faut diminuer notre production, bien sûr, de CO2. Il faut de toute façon nous préparer à l'augmentation des températures. Donc il faut transformer la ville, c'est très important. Et puis le 3e axe, c'est cette mobilisation citoyenne. C'est un défi immense, pas toujours très simple, mais indispensable au vu de l'urgence climatique qui nécessite la mobilisation de l'ensemble de la société, tous les gouvernements, bien entendu, tous les pouvoirs publics, les associations, les syndicats, les milieux économiques, comme les individus qui doivent s'engager. Et ça, c'est le maître mot pour moi. Chacun, à son niveau, devrait ou doit s'engager. C'est la seule voie pour offrir des conditions de vie évidemment acceptables aux générations futures, mais aussi pour qu'on puisse offrir déjà aujourd'hui des conditions de vie acceptables aux générations actuelles. Car oui, déjà aujourd'hui, on le voit avec les pics de chaleur, c'est une menace déjà directe, surtout pour les plus vulnérables. C'est aussi souvent dans les quartiers, par exemple, les plus pauvres que l'on souffre le plus, puisque c'est là qu'on a le moins d'arbres, paradoxalement. C'est là que les logements sont souvent les moins adaptés aux nouvelles conditions climatiques. Ainsi, en plus des efforts accrus en matière de végétalisation, de rénovation énergétique ou d'aménagement durable du territoire, nous devons travailler pour mieux informer les habitantes et les habitants sur les causes et les conséquences de ce changement climatique et mettre à leur disposition des outils concrets pour réduire autant que faire se peut leur empreinte carbone. Et c'est dans ce cadre que nous proposons jusqu'au 3 décembre une quarantaine de débats, d'ateliers, de projections en collaboration avec de nombreux partenaires. Et puis, nous voulons que ce rendez-vous soit loin d'être un rendez-vous de spécialistes, qu'elle s'adresse à tous les publics pour rappeler que notre planète et que les populations qui y vivent souffrent déjà aujourd'hui et qu'il existe des solutions, malgré tout, à notre portée pour ce changement de cap et que l'on peut, chacune et chacun d'entre nous, s'engager pour contribuer à ce changement. Nous avons vu qu'il y a dans la société, on appelle civile, dans la société en général, des propositions innovantes, des propositions engagées, parfois même des propositions, je vais utiliser un mot un peu tabou par les temps qui courent, des propositions révolutionnaires qui sont en rupture avec un modèle de société qui aujourd'hui ne tient plus. Et pour ouvrir cette semaine d'action et de débat, eh bien, j'ai de grand plaisir, en tout cas aujourd'hui, de recevoir M. Curchamp, écologue, donc directeur de recherche au CNRS, à l'université Paris-Saclay,
Et comme l'illustre le documentaire que nous venons de visionner, Franck Courchant a un talent inné, ça a été magnifique, je trouvais, pour vulgariser l'ensemble de ses propos scientifiques. Nous avons vu que dans ces 10 séquences qui, je dois le dire, s'apparentent à un voyage initiatique, que nous sommes amenés à nous décentrer, à changer quand même ce que beaucoup de religions nous ont pensé que nous étions, c'est-à-dire non seulement au centre de l'univers, mais souvent au centre de l'existence. Et donc, il faut que nous ayons évidemment un regard beaucoup plus objectif sur notre espèce, que nous repensions notre place dans notre environnement. C'est essentiel car la Terre, notre maison, elle est malade, très malade. Et en 2019, le rapport choc de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui, fruit de 3 ans de recensement, d'analyse des données, ont alerté l'opinion publique. Elles ont tiré cette sonnette d'alarme en disant qu'1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années de la surface de la Terre et du fond des océans, soit une espèce sur 8. Mesdames et messieurs, et tout ce qui est en cause exclusivement, c'est aujourd'hui l'activité humaine. C'est notre système de production, c'est notre système de consommation. Ces systèmes, ils engendrent la surexploitation des espèces, ils engendrent la pollution, et ils engendrent ce dérèglement climatique, la propagation d'espèces envahissantes, la destruction des habitats naturels. Plus récemment, la revue Communication Biologie nous qualifiait de super prédateurs, avec une comparaison un peu osée, je dois dire, où chacune et chacun d'entre nous équivalait dans son rôle de prédateur à 300 pumas, et ce n'est qu'un exemple. Il faut que nous fassions un pas de côté, que nous observions nos comportements, nos façons de produire, nos façons de consommer. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Ce constat, il est accablant, mais éviter le pire, c'est possible. C'est possible car la nature, elle est forte, elle est résiliente et toutes les espèces encore présentes peuvent survivre et se renouveler. Et on le voit. On le voit en bas de chez nous, dans notre quartier, à Genève. Nous avons plusieurs exemples qui sont parlants dans ce domaine, et notamment dans les zones humides, en lien avec la convention de Ramsar qui vise la protection à l'échelle mondiale des espèces naturelles. Plusieurs projets ont été menés ces dernières années, avec des résultats, je dois dire, spectaculaires. Et c'est notamment le cas des étangs des Arals, dans la forêt de Jussy, qui ont été renaturés il y a une dizaine d'années, qui habitent désormais de très nombreux amphibiens qui sont rares. C'est également le cas de la lagune des eaux vives, qui a été créée il y a 4 ans à côté de la plage publique, fréquentée aujourd'hui par des espèces qui sont sensibles, comme la nette rouge, le grébupé et près de 90 oiseaux différents. Et j'en profite ici pour remercier en passant le WWF pour son combat qui a permis la création de ce lieu. On constate ainsi très concrètement que lorsqu'on lui laisse la place, la nature reprend rapidement ses droits. Pour protéger la biodiversité en ville, il faut aussi une politique publique forte et déterminée, et certainement beaucoup plus forte et déterminée que celle que nous menons aujourd'hui, et cela est essentiel. Il est en parallèle important, évidemment, d'informer la population, et en particulier les nouvelles générations, sur ce qu'est la biodiversité, sur les menaces qui pèsent sur elle, sur son importance, comme nous venons de le voir, pour nous, êtres humains, pour notre existence. C'est l'une des missions que vous vous êtes données, Monsieur Courchant, qui partage largement et brillamment son expertise sur cette thématique. Changer de paradigme, donc, c'est plus une option. Il faut oublier la croissance à tout prix, et ça là rapidement, car la maison brûle.
Monsieur Courchon, je tenais à vous remercier très chaleureusement, non seulement d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi plus globalement pour votre engagement sans faille au service de la biodiversité. J'aimerais également remercier Anthony Lehmann et Sarah Pearson-Perret qui vont participer ensuite à la table ronde, ainsi qu'à l'ensemble des personnes impliquées, comme je l'ai dit au préalable, dans l'organisation de cette semaine du climat, un des points d'or que je souhaite pour mon année de mairie. Merci enfin à vous qui êtes présents ce soir. J'espère vous voir à nouveau nombreux et nombreux dans les différents événements que nous proposons dans le cadre de cette semaine, mais surtout, et je conclurai par cela, j'espère vous voir engagés dans ce combat qui nous tient tous à cœur. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur le maire, pour ce discours à la fois radical, parce que vous allez au fond des choses, à la fois réaliste, parce que vous nommez la situation telle qu'elle est, et à la fois réconfortant, parce que vous vous orientez et vous nous entraînez ensemble, la population et les autorités, vers des solutions. Merci beaucoup, et je pense vraiment qu'on a de la chance d'avoir des autorités qui s'engagent. C'est de loin pas une évidence dans le monde d'aujourd'hui. J'aimerais maintenant donner la parole à M. Courchon. Vous avez été largement présenté maintenant à vous. Vous avez montré l'image. Maintenant, vous allez nous faire une explication plus précise qui va nous mettre en situation de voir quelles sont les synergies négatives et les synergies positives entre climat et biodiversité. À vous. Merci, monsieur le maire. Merci à la mairie de Genève de m'avoir invité. Merci au Sablier de Cassandre de m'avoir récupéré du fond de mon labo pour me faire venir ici pour vous parler. Merci à vous d'être venus. Donc, c'est la semaine du climat. Et donc, évidemment, je ne vais pas vous parler de climat. Je vais vous parler de biodiversité. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas climatologue, je suis écologue et je travaille sur la biodiversité. Mais je travaille aussi sur les impacts du climat sur la biodiversité. Donc j'ai menti, je vais vous parler un peu de climat aussi. Mais d'abord, biodiversité. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Alors pour une fois, là, les chercheurs ne se sont pas trop cassés la tête. La biodiversité, c'est simple, c'est la biodiversité. C'est une contraction de diversité biologique. Donc c'est en fait la diversité de toutes les formes vivantes. Alors, il y a différents niveaux de biodiversité. Il y a même plein de dimensions. Il y a plein d'indices hyper compliqués pour la calculer. Mais en gros, on distingue trois grandes catégories. On distingue la biodiversité spécifique, donc le nombre d'espèces qu'il y a dans un endroit, dans une région par exemple. La biodiversité génétique, c'est-à-dire au sein d'une espèce. Donc, dans cette salle, on fait tous partie de la même espèce. À peu près. Mais si vous regardez votre voisin, on n'est pas pareil. On a des gènes différents. Okay ? Donc, il y a certaines espèces qui sont très riches en diversité, qui ont une diversité très riche, et d'autres où tous les individus sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et puis, la troisième, c'est la biodiversité des écosystèmes. Donc, vous voyez ici deux paysages différents. Là, c'est quelque chose qui pourrait vous paraître être assez riche, mais en fait, il y a un écosystème. Dans celui-là, il y a un écosystème de prairies, un écosystème de lacs, un écosystème de forêt, un écosystème de montagne. Là, il y a une richesse dans cette région d'écosystèmes qui est beaucoup plus importante. Et donc, en fait, ces trois niveaux de biodiversité, ils sont évidemment liés entre eux, génétique, spécifique et écosystème, mais ils sont quand même suffisamment distincts pour qu'on puisse étudier l'un ou l'autre. Et en général, la plupart des études, elle va s'intéresser au niveau spécifique, c'est-à-dire celui des espèces, parce que c'est ce qui est plus abordable, que ce soit au niveau pratique ou au niveau conceptuel. Donc maintenant, quand je vais vous parler de biodiversité, je ne vais pas m'embêter. En fait, je vais parler du nombre d'espèces, même si c'est des concepts qui sont beaucoup plus importants. Donc, nombre d'espèces. Mais alors, combien d'espèces ? Combien il y a d'espèces sur Terre ? Que vous avez une idée, déjà un petit peu. Bon, comme il faut que je fasse vite, je vais pas vous interviewer. En fait, on a déjà décrit 2,3 millions d'espèces. Les eucaryotes, c'est-à-dire les gros trucs, pas les bactéries, les virus, les protistes, etc. 400 000 espèces végétales et presque 2 millions d'espèces animales. Beaucoup plus d'animaux que de végétaux. Et puis, il y a d'autres choses.
En fait, tel que nous, on voit la biodiversité en général, on voit une espèce de pyramide souvent avec nous à la base, et puis les microbes, les choses qu'on ne voit pas trop, un peu invisibles, les invertébrés, les champignons, un petit peu moins importants, enfin un peu plus que les microbes, mais beaucoup moins que nous, les plantes, les poissons, les amphibiens, les reptiles, c'est des choses qui sont un peu grouillantes, gluantes. C'est pas très intéressant. Les mammifères et les oiseaux, là, ça commence un peu à avoir de la gueule. Et puis, bon, encore une fois, les mammifères ultimes, c'est les humains. Mais en fait, la vraie pyramide de la biodiversité, c'est ça. Parce que des microbes, c'est vraiment ce qui constitue la plus grosse part de la biodiversité. Les invertébrés, également, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important en nombre d'espèces. Vous l'avez vu dans le petit film. Les plantes et les poissons un peu plus, amphibiens, reptiles, et puis alors les mammifères, les oiseaux et dont l'humain, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes quantitatifs. Donc on connaît 2,3 millions d'espèces, mais donc vous allez me demander, mais alors combien il y a d'espèces? Ça c'est ce qu'on connaît, c'est pas ce qu'il y a. En fait, pour la biodiversité, on ne connaît vraiment que la pointe de l'iceberg. Lorsqu'on demande à un scientifique combien il y a d'espèces sur Terre, il vous répond entre 7 et 100 millions. Ah. Bon, j'imagine que quasiment tout le monde ici, si dans votre métier, on vous pose une question et que vous répondez entre 7 et 100, ça ne va pas bien le faire, ça ne va pas passer. Bah, nous, on ne peut pas faire mieux. On ne sait pas exactement combien il y a de choses qu'on ne connaît pas. Les estimations, on va dire, les plus récentes et celles qu'on utilise, c'est 15 millions. Donc 15 millions, on en connaît à peu près 2,3 millions. Okay, mais il y en a certainement beaucoup plus. Et on continue à décrire les espèces. Alors décrire les nouvelles espèces, elles ne sont pas nouvelles, hein, elles sont nouvelles pour la science, elles ont toujours été là. On en décrit 10 à 16 000 nouvelles tous les ans. Donc vous voyez, c'est énorme, on fait plein de découvertes tout le temps. On découvre des choses qui sont grosses, on découvre des choses qui sont dans des endroits où il y a plein de gens, où on a toujours été. Mais il y a encore plusieurs millions qui sont toujours inconnus de la science de l'humanité. Et donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, 16 000 espèces tous les ans, plusieurs millions, bah, il nous faudrait des siècles pour pouvoir seulement nommer les espèces, pas forcément les comprendre, les décrire, etc. Donc on connaît qu'une toute petite partie de la biodiversité spécifique de notre planète. Et alors pourquoi c'est important ça ? Parce que la biodiversité a de la valeur. Il y a des valeurs, pas une valeur, mais des valeurs. Il y a deux grands types de valeurs. Il y a ce qu'on appelle la valeur instrumentale ou utilitaire, donc c'est la valeur pour l'être humain, à quoi ça peut nous être utile. Et puis il y a la valeur intrinsèque, donc la valeur pour la biodiversité elle-même, indépendamment de ce qu'elle peut apporter à l'être humain. Donc je vais vous faire une petite série là d'exemples de valeurs de la biodiversité pour que vous soyez un petit peu plus convaincus que c'est utile. D'abord, dans la valeur instrumentale, il y a ce qu'on appelle les biens. Donc, ça nous apporte des biens. Et le premier bien que ça nous apporte, c'est la nourriture. Donc, vous voyez ici un étalage de poissonniers avec plein de choses différentes. Ici, c'est que des tomates. Donc, c'est, vous voyez, de la biodiversité intraspécifique. Et on aurait pu faire la même chose pour beaucoup de fruits et de légumes. Et en fait, moins de 3% des plantes qui sont disponibles pour l'agriculture sont en fait utilisées pour la nourriture. Et 12 espèces fournissent les 3/4 de la nourriture mondiale, 3 espèces fournissent la moitié. En fait, on n'exploite pas du tout le potentiel gigantesque de la biodiversité pour la nourriture. Et en passant, toutes les bières, tous les vins, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tout ça c'est de la biodiversité. On ne mange pas des cailloux, on ne mange pas du plastique ou du métal. Autre bien, ce sont les matériaux, le bois, la laine, coton, lin, chanvre, soie, cuir, caoutchouc, huile, etc. Et on a l'impression souvent qu'on vit dans un monde de béton, mais en fait, essayez de faire l'expérience de retirer tout ce qui appartient à la biodiversité. Déjà, une bonne partie d'entre vous seriez tout nus ici dans la salle, mais il n'y aurait plus de bois, il n'y aurait plus, etc., de papier, tout ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais plus de 2 milliards d'individus sur Terre actuellement utilisent le bois comme combustible pour répondre à leurs besoins, pour se chauffer et pour préparer leur nourriture. Donc même si nous, on est un peu décalé par rapport à ça, c'est encore vraiment essentiel.
Troisième type de bien qui est important et que je voulais présenter, c'est la médecine. On pense souvent industrie pharmaceutique, produits chimiques. Mais en fait, les 2/3 des molécules qui sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique proviennent de plantes. Et à peu près 4 milliards d'individus dépendent principalement des médecines naturelles pour se soigner. C'est-à-dire ce que l'humanité a fait jusqu'à maintenant. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est plus efficace que nos beaux vieux médicaments, mais il ne faut pas penser que c'est uniquement du chimique. On dépend de la biodiversité. Et il y a énormément d'industries qui continuent à chercher et trouver régulièrement des anticancéreux, des antiviraux, des antidouleurs, etc., qui sont très puissants et qui sont trouvés chez des animaux ou chez des plantes. Et puis le dernier type de bien que je voulais mentionner, c'est ce qu'on appelle la valeur d'option, des choses qui sont inconnues. Ici, c'est des bactéries qu'on a découvertes il n'y a pas tellement longtemps qui dégradent le pétrole et qu'on peut donc utiliser pour dépolluer les sols parce que ça mange du pétrole. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait connaître. Rappelez-vous qu'on ne connaît qu'un petit pourcentage de la biodiversité. Et quand je dis qu'on le connaît, souvent on l'a juste décrit, on lui a donné un nom, mais on n'a pas du tout décrit le potentiel de ces espèces. Et puis ensuite, il y a la valeur instrumentale du côté service, les biens et les services. Donc vous avez certainement entendu parler des services écosystémiques. Il y en a beaucoup de catégories différentes et je vais très rapidement vous en passer plusieurs pour vous montrer à quel point c'est important. D'abord, purification de l'air et de l'eau, c'est la biodiversité. Teneur en oxygène et en CO2 dans l'atmosphère tel que c'est utile pour notre survie, c'est la biodiversité. La tenue des sols, c'est la biodiversité. L'érosion, la protection de l'érosion des zones côtières, biodiversité. Réduction de sévérité de sécheresse et des inondations. Modération des temps extrêmes, hein, les mangroves qui arrêtent les tsunamis par exemple, c'est assez connu. Le recyclage des éléments nutritifs, la détoxification et la décomposition des déchets. Quand on dit c'est biodégradable, c'est parce que c'est dégradable par la biodiversité, par des micro-organismes. Si vous prenez une pomme, que vous la mettez dans l'espace, vous revenez 10 ans après, vous avez votre pomme qui n'a pas bougé. Okay, c'est la biodiversité qui fait que c'est biodégradable. La génération et la préservation des sols fertiles. Les agriculteurs savent bien que si vous avez un sol où il n'y a pas toute cette macrofaune, les lombriques, les fourmis, etc., et toute la microfaune, toutes les bactéries, on n'a pas des sols fertiles. La pollinisation, par les abeilles, mais pas que. 80% de nos récoltes ont besoin de pollinisation animale, et il n'y a pas que les récoltes, hein, il y a évidemment tous les écosystèmes. Une étude assez récente, française, qui vient de Montpellier, a montré de 135 à 577 milliards de production alimentaire mondiale, donc une valeur de la pollinisation qui est très très importante. Et puis, dans la valeur instrumentale, il y a aussi la valeur écologique, tout simplement parce que les espèces permettent aux écosystèmes de fonctionner. Si vous en retirez une, il y en a d'autres qui peuvent partir. Donc elles sont utiles de ce point de vue-là. Elles sont aussi utiles parce qu'elles ont une valeur esthétique, récréationnelle, c'est subjectif, mais ça n'en existe pas moins pour autant. Et notamment, c'est utilisé pour le tourisme, pour l'industrie de l'immobilier, etc. Et puis après, il y a la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, par exemple, la culture, parce que pour de nombreuses sociétés, la biodiversité est une part importante de la culture. Et lorsqu'ils perdent de la biodiversité, ça mène à une perte de tradition, de valeur ancestrale. Il y a aussi le théisme. C'est important pour beaucoup de religions parce que les espèces ont été créées par une divinité. Et puis, c'est important pour d'autres peuples au niveau éthique parce qu'il y a des peuples qui mettent leur respect de la vie avant tout dans leur philosophie de la vie. Et puis en dernier, et je l'ai mis en dernier exprès, en valeur intrinsèque, la biodiversité. Parce que nous y sommes émotivement attachés, même si ce n'est pas directement utile. Parce que c'est mignon. Sauf que, si on prend ça comme argument, ça marche pas trop, parce qu'il y a des espèces que vous allez trouver mignonnes et que moi je ne vais pas trouver mignonnes, et inversement. Et puis dans ce cas-là, on va dire, on va garder que les espèces mignonnes, et puis on va retirer tout le reste. Mais en fait, vous voyez bien avec tout ce qu'on a vu avant comme type de valeur que ça marche pas. Donc c'est pour ça que, en général, il faut essayer de ne pas utiliser cet argument, parce qu'il est subjectif et qu'il n'est pas tellement juste. Juste pas au sens justice, hein, mais au sens justesse. Donc en résumé, la biodiversité est importante pour notre bien-être, pour notre survie, pour notre futur, et aussi pour elle-même, parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Okay ?
Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, évidemment, vous le savez, il y a un déclin de la biodiversité. Ce rapport qu'on a mentionné tout à l'heure, le rapport de l'IPBES, a montré dans ses figures principales ce graphe qui n'est pas très bien fait parce qu'il est un peu à l'envers. En fait, plus ça monte et moins c'est bien. En fait, c'est le nombre d'extinctions cumulées depuis 1500 pour différents groupes de vertébrés. Et on voit bien que là, on a une extinction qui va de manière exponentielle. C'est de plus en plus important. Et le chiffre important de ce rapport, c'est 1 million d'espèces d'animaux et de plantes qui sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, parce que c'est beaucoup. Okay. Et on voit que les groupes de plantes et d'animaux ne sont pas touchés tous de la même manière. Certains sont touchés de manière plus importante et d'autres moins importante. Mais tous, même si on prend le minimum, 10%, une espèce sur 10 d'insectes, quand on pense au nombre d'insectes gigantesques qu'il y a, c'est quelque chose d'assez important. Les insectes, c'est la base des régimes alimentaires. Les insectes, ça fait la pollinisation, ça fait la dispersion des graines, ça fait la fertilisation des sols, etc. Donc, c'est assez angoissant de voir 10% des insectes, et je ne vous parle pas du reste. Enfin, si, je vais vous en parler, mais... et ça, c'est les espèces qui disparaissent. Mais il y a des espèces qui sont encore là, mais qui sont moins abondantes. Et c'est aussi un problème. Donc le rapport WWF de 2016 montre que si on prend une ligne basale de 1 en 1970, c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a 50 ans, on a perdu les 2/3 des effectifs des espèces qui sont encore présentes. C'est énorme, les 2/3. Je vous donne 2 exemples rapidement. Le déclin des insectes, puisqu'on vient d'en parler. Une étude récemment en Allemagne qui a fait pas mal de bruit parce qu'elle se déroulait dans des aires protégées et qui a montré 80% des insectes disparus en 30 ans. 80%, c'est quand même assez énorme. Les moins jeunes d'entre vous se rappellent quand ils partaient en vacances qu'il fallait s'arrêter tous les 100 km pour nettoyer le pare-brise, tellement il était rempli d'insectes. Et les plus jeunes d'entre vous, ils se demandent bien de quoi je suis en train de parler, parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et ça veut dire qu'en une génération, on a vraiment eu un changement très important. La planète a perdu 5 à 10% de toutes ces espèces d'insectes au cours des 150 dernières années. Ça veut dire 250 000 à 500 000 espèces d'insectes. Donc là, pour la valeur intrinsèque, on a perdu des trucs qui sont là depuis des millions d'années. C'est assez incroyable qu'on ait réussi cette prouesse d'éteindre autant de choses aussi vite. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'est les oiseaux, parce qu'on en a aussi beaucoup entendu parler. Il y a quelques études qui ont fait pas mal de bruit. Les populations d'oiseaux d'Europe continentale ont diminué de 25% en 40 ans. Et si on se focalise sur les habitats milieux agricoles, c'est 60% de déclin d'oiseaux. C'est-à-dire qu'on entendait les oiseaux chanter, on ne les entend plus maintenant. Et on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte parce que ça a duré 40 ans. Mais si un jour vous entendiez les oiseaux chanter comme on les entendait il y a 50 ans, vous verriez la différence. J'ai mis cette image du moineau là parce que, pareil, moi je me rappelle quand j'étais petit, les moineaux partout en ville, 250 millions de moineaux, 250 millions de moineaux ont disparu depuis 1980. Okay. Et en Amérique du Nord, à peu près la même chose qu'en Europe, une étude récente qui montre 2,9 milliards d'oiseaux ont disparu en 50 ans. Alors pourquoi ça a disparu tout ça? Est-ce que vous avez une idée de quelles sont les grandes causes? Normalement, vous devriez, puisque Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. En fait, il a dit la moitié de ce que je voulais dire, mais je le dis quand même parce que j'ai des images. Pollution, surexploitation. Alors la surexploitation, ça veut dire exploitation au-delà d'un taux naturel de renouvellement de l'espèce. Ce n'est pas un problème d'exploiter les espèces, de pêcher, de couper du bois, etc. C'est un problème si on le fait à un taux plus grand que ce qu'elles arrivent à se renouveler, parce que du coup, elles disparaissent. Destruction de l'habitat, ça veut dire aussi la dégradation de la qualité de l'habitat, et ça veut dire aussi la fragmentation de l'habitat qui ne permet pas aux espèces de vivre sur des trop petits bouts. Invasion biologique, c'est lorsqu'on prend une espèce et qu'on la met dans un écosystème où elle n'a jamais évolué. Si elle s'y établit et qu'elle se répand, elle peut avoir des impacts écologiques qui sont très importants. En fait, c'est la deuxième cause actuelle de menaces et c'est la première cause de perte de biodiversité, donc d'extinction historiquement. Et puis en dernier, changement climatique, qui pour l'instant n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais qui est prédit dans les années qui viennent, avec tous les modèles
qui existent de passer au premier plan. Donc tout ça, en fait, ça fait un impact très important sur tous les écosystèmes de la planète. Et vous voyez ici que ça, c'est une carte de l'empreinte humaine qui est faite avec toute une catégorie d'indices superposés les uns aux autres. Et en fait, on critique souvent les autres pays, mais on s'aperçoit bien qu'ici, en France, en Suisse, Italie, Allemagne, tout ça, Benelux, on n'a pas tellement de leçons à donner. Cet impact, je vais le résumer en une seule diapositive, celui de la biomasse des mammifères. Si vous pesiez tous les mammifères, les souris, les lapins, les renards, tous les chats, tous les rhinocéros, toutes les baleines, etc., tous les éléphants, et que vous combiniez toute cette biomasse, en fait, vous auriez 96%, 94% de toute cette biomasse des mammifères qui est due soit aux humains, soit à leur bétail. Et seulement 6%, c'est tous les cerfs, tous les sangliers, les milliards de rongeurs, de souris, de rats, les gros éléphants, etc. C'est-à-dire qu'avant, on avait quasiment 99% qui étaient ces espèces-là, et c'est passé à 6%. On a détourné toute cette biomasse. Donc je le disais au début, taux de description de nouvelles espèces, 10 000 à peu près tous les ans, plusieurs millions qui restent à découvrir. À ce rythme, 1000 ans pour nommer seulement toutes les espèces. Or, une très large part aura disparu avant même qu'on puisse les décrire. Et j'aime bien ce petit schéma parce que on parle beaucoup de changement climatique et en fait, on ne parle pas beaucoup de biodiversité. Alors, ce n'est pas la compétition. Les climatologues, en fait, ils se sont réveillés 10 ans avant nous. Ils ont 10 ans d'avance. Ils ont fait le GIEC avant qu'on fasse l'IPBES. Et donc, évidemment, ils ont de l'avance sur la communication. Mais il ne faut pas oublier que la biodiversité est aussi une crise environnementale importante qui aussi est liée au climat. Et donc, là, pendant les quelques petites minutes qui me restent, je vais vous expliquer le lien entre la biodiversité et le climat. Ce qui va un peu justifier pourquoi je suis venu vous parler de biodiversité dans une semaine de climat. En fait, le climat, c'est, pour les espèces vivantes, le premier facteur qui fait qu'un environnement est favorable ou non. Ici, vous avez deux espèces de renards, le fennec et le renard polaire. C'est deux espèces différentes, mais qui sont assez proches. Et en fait, ils vivent tous les deux dans un désert chaud, un désert froid. Et évidemment, si vous les inversez, ils meurent tous les deux. Chacun sont vraiment adaptés à un optimum climatique. Et en fait, on a eu beau chercher, les écologues ont cherché depuis des décennies, quelque chose qui explique mieux les patterns de biodiversité au niveau mondial. Et en fait, il n'y a rien qui explique mieux la distribution des espèces que le climat. C'est le climat, le facteur principal qui fait qu'une espèce vit ou meurt et qu'une espèce est présente à un endroit ou pas. Alors pourquoi ? Parce que toutes les espèces ont des limites de tolérance, en bas ou en haut, pour lesquelles les individus ne peuvent plus soit survivre, soit se développer, soit se reproduire, soit les trois. Donc, très rapidement et très simplement, ici, si vous avez un axe XY, un petit graphe, avec en hauteur le nombre d'individus, et ici, sur cet axe, un gradient environnemental, on peut imaginer que c'est la température, hein, ici trop chaud, ici trop froid. En fait, il existe des limites de tolérance qui fait qu'il y aura peu d'individus ici, et il y aura peu d'individus ici, et il y en aura beaucoup ici. Il y a beaucoup d'individus ici parce que c'est l'optimum de l'espèce. Là, c'est une limite de tolérance maximale, une limite de tolérance minimale. Là, il n'y a rien de ces deux côtés. Et là, il n'y a pas beaucoup parce que il fait trop chaud ou il fait trop froid, ou il fait trop salé ou pas assez salé, ou il fait trop acide ou pas assez acide, ou il faut trop humide ou trop sec, etc. Et donc, en fait, les espèces, elles sont toujours placées à leur optimum climatique. Et il faut voir le climat comme une niche à plusieurs dimensions parce qu'il n'y a pas que la température, il y a plein d'autres choses qui jouent. OK ? Sauf que là, on est en train de shifter complètement le climat. Et donc, on est en train de zapper tout ça et de laisser les espèces
avec ce choix-là qui est, ici c'est encore un peu optimum, mais ici il y a peu d'organismes, ici il n'y en a plus du tout, parce qu'on a passé la zone de tolérance. Et ça, je vous l'ai expliqué pour la température, mais c'est le cas pour plein d'autres choses, la lumière, les précipitations, les vents, l'altitude, fréquence des feux, teneur en eau du sol, et pareil dans les écosystèmes aquatiques, température, pénétration de la lumière, courant marin, salinité, pH, matière en suspension, etc. Et les effets sont déjà visibles. Donc ça me fait toujours un peu rigoler quand il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas au changement climatique, parce qu'en fait, les plantes, les animaux, ils y croient. Ils y croient, en fait, les chercheurs ont observé depuis des décennies des changements dans énormément de processus physiques et biologiques. En fait, 420 processus différents ont été documentés au fil des dernières décennies et on a vu des changements. On a vu des changements de phénotype, de structure génétique, de phénologie. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est ce mot. Vous allez pouvoir le sortir au prochain dîner. Vous allez voir, c'est pas mal, la phénologie. Les changements de distribution d'espèces, hein, elles bougent dans l'espace, elles essaient de suivre leur optimum climatique et des perturbations d'interaction et d'assemblage entre les espèces. Donc, je vais vous donner quelques exemples rapidement. D'abord des effets qui sont directs et qui sont lents. L'acidification de l'océan. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va y avoir du CO2 dans l'océan, parce qu'en fait les échanges essayent de faire en sorte que tout soit à l'équilibre. Donc l'océan va pomper du CO2. Et donc ça va acidifier l'eau. Et le problème d'avoir de l'eau qui est acide, c'est qu'il y a une fixation du carbone qui est moins importante pour les organismes qui en ont besoin. Les mollusques avec leurs coquilles, les coraux, les crustacés, etc. Et donc toutes ces espèces n'arrivent plus à faire leurs coquilles, leurs carapaces, leurs squelettes. Donc l'acidification des océans est un gros problème dû au changement climatique. Le blanchiment des coraux, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Tout à l'heure, je parlais dans l'assemblée avec quelqu'un qui, justement, avait l'air de bien connaître. Les coraux, ce n'est pas des plantes, hein, c'est des animaux. Et c'est même des animaux assez extraordinaires parce que c'est des animaux coloniaux. Chaque petit point, là, c'est un individu. Et c'est des animaux encore plus extraordinaires parce que c'est des animaux symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils vivent en symbiose avec une autre espèce qui est une algue unicellulaire. Et cette algue unicellulaire, elle vit à l'intérieur de l'individu, du polype, du corail. Elle lui apporte des choses et le corail lui apporte des choses. Ça s'appelle des zooxanthelles. Le problème, c'est qu'elles ne supportent pas la chaleur. Donc plutôt, les coraux ne supportent pas la chaleur. Et les coraux, ils ont un réflexe d'expulsion quand il y a une température trop importante dans les océans. Et donc, les zooxanthelles qui sont colorées sont expulsées et les coraux deviennent tout blancs parce qu'en fait, c'était les algues qui donnaient la couleur au corail. Et lorsque le corail n'a plus son algue pour lui faire de la photosynthèse et lui fournir de la matière, eh bien, il meurt. Et donc, on sait que l'augmentation des températures crée ce qu'on appelle des blanchiments de coraux, des mortalités massives. Après, il y a les effets directs rapides, ce qu'on appelle les événements extrêmes, lorsque vous avez une vague de chaud ou une vague de froid, et vous avez des mortalités de masse. Et ça, on le voit assez souvent dans pas mal de types d'écosystèmes. Et donc, ça peut créer des coupes franches dans des populations, retirer d'énormes pans de population. Des fois, la population ne peut pas s'en remettre. Et puis, des effets indirects, le fameux phénologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la phénologie? C'est l'étude de l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant. Et c'est déterminé en général par les variations saisonnières du climat. Donc la phénologie, c'est l'époque à laquelle les feuilles tombent des arbres ou les nouvelles feuilles bourgeonnent, la floraison, les dates de sortie d'hibernation des marmottes ou de retour des oiseaux migrateurs ou la reproduction des espèces. Tout ça, ça arrive à certains moments dans l'année et on s'est aperçu que ça se décalait de plus en plus. La floraison de certaines espèces de plantes a été avancée de plus de 10 jours par décennie chez certaines espèces. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est gigantesque. Hein. On peut imaginer au bout de combien de temps on va se retrouver à plus du tout d'hiver. Et puis, ces problèmes de phénologie, ils vont faire que certaines espèces qui vivent ensemble vont être décalées. Parce que les insectes, qui sont des animaux à sang froid, vont être plus sensibles aux températures et donc vont avoir un changement plus rapide
que les animaux à sang chaud, comme les oiseaux par exemple. Il se trouve que les oiseaux, les mésanges par exemple, ça a été étudié chez les mésanges, elles ont calculé leur pic de reproduction de manière à ce que le pic de naissance des oisillons arrive exactement, coïncide avec le pic d'abondance des chenilles. Pas parce qu'elles sont malines, hein, c'est l'évolution qui a fait ça. Le problème, c'est que maintenant, les chenilles, elles arrivent plus tôt. Et que quand les mésanges font leurs petits oisillons, ben, il n'y a plus de chenilles, elles sont déjà passées. Et donc, il y a une perte énorme dans les populations d'oiseaux, pas seulement des mésanges. Ça, c'est dû au décalage de phénologie dû au changement climatique. Donc voilà encore un autre effet possible du changement climatique sur la biodiversité. Alors, les conséquences, il y en a plein. Tout au long de cet axe, qui va du plus petit au plus grand. Perte de diversité génétique, perte de population, perte d'espèces entières. On a des écosystèmes qui ne fonctionnent plus normalement. On a même des fois des changements de biomes. Les biomes, c'est un peu comme les grands écosystèmes, des forêts qui peuvent devenir des savanes. On perd évidemment des lacs qui s'assèchent ou des rivières qui s'assèchent. Et donc tous les habitants de ces écosystèmes peuvent disparaître. Et puis des pertes de services des écosystèmes. Si on perd l'écosystème, on perd le service également. Perte de population et d'espèces. Une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8 sont menacées d'extinction juste par le changement climatique. Je ne parle même pas des 4 autres types de menaces. Les points de basculement, un concept assez important. Les points de basculement, c'est des seuils au-delà desquels les écosystèmes vont complètement changer et on ne peut pas y revenir. C'est un point d'équilibre qui change vers un autre point d'équilibre. Et l'exemple, la métaphore qui est facile, c'est la pile de pièces. Quand vous rajoutez des pièces, en fait, vous rajoutez toujours une pièce de la même taille et du même poids. Seulement, au bout d'un moment, le fait de rajouter une nouvelle pièce va faire que toute la pile va s'effondrer. Donc vous êtes passé d'un équilibre à un autre équilibre. C'est un équilibre spécial, hein, toutes les pièces par terre, mais c'est bien en équilibre et ça ne va pas revenir tout seul. Et en fait, il y a des études qui montrent que certains écosystèmes peuvent passer à un point de basculement à un moment qu'on a du mal à prédire, à prévoir. Et notamment, par exemple, il y a des études qui ont montré que la forêt amazonienne pourrait très bien basculer en une savane. Et une fois qu'elle sera une savane, elle ne pourra plus revenir en forêt. Et surtout, on aura perdu l'énorme richesse de toutes les espèces de plantes et d'animaux qui vivent dans cet écosystème. Alors, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, en fait, ça considère les changements qu'on a eus jusqu'à maintenant, donc de l'ordre du degré. Or, on est en train de parler, là, maintenant, dans le futur, de 2, 3, 4, jusqu'à 6 degrés de changement. Donc, on peut imaginer que ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus important que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que 2 degrés, c'est beaucoup? Alors, pour vous donner un exemple, ça, c'est la planète Terre. Donc, vous voyez ici la France, l'Espagne, l'Afrique, une représentation à la dernière glaciation. Vous voyez les glaces ici. En fait, à la dernier pic de glaciation, il y a 20 000 ans, hein, c'était pas il y a si longtemps que ça, en fait, l'hémisphère nord était couvert sous des centaines de mètres de glace, et en fait, il ne faisait que 6 degrés plus froid que maintenant. Comme il faisait plus froid, l'océan avait baissé, on pouvait aller en Angleterre à pied, si on avait envie. Mais on n'a pas vraiment envie, mais on aurait pu. Alors, un petit graphique qui sort du dernier rapport du GIEC, qui date de cette année, et qui montre en fait que les générations ne sont pas toutes touchées de la même manière. Et c'est pour ça que les générations de gens qui sont nés en 2020 n'ont pas du tout la même perception que celles qui sont nées en 1950. Parce que celles qui sont nées en 1950, elles ont 70 ans maintenant, et elles sont dans cette zone-là. Donc vous voyez ici, là, les couleurs, c'est l'écart aux températures moyennes par rapport à 1900. Donc plus c'est orange, plus c'est chaud par rapport à 1900, et plus c'est rouge foncé, plus c'est bouillant chaud par rapport à 1900. Et vous voyez que les générations qui naissent en 2020, en fait, ils auront 70 ans dans des zones de température qui sont invivables, tout simplement. Donc pensons à nos jeunes. Alors, biodiversité, climat, même combat. En fait, ces crises, elles sont similaires. Elles sont similaires parce qu'elles sont globales toutes les deux, parce qu'elles sont dues aux activités humaines toutes les deux, et parce qu'elles sont néfastes
pour les sociétés humaines, toutes les deux. Et aussi parce qu'elles sont réglables par les humains, toutes les deux. Et aussi, il y a beaucoup d'interactions et de synergies entre les deux. Par exemple, s'il fait trop chaud, trop sec, il y a trop de feu. S'il y a trop de feu, il y a plein de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a plus de climat. Donc, il y a beaucoup de boucles de rétroaction positive, comme on dit quand on veut faire un peu scientifique. Beaucoup d'effets de boucle entre les deux. Et aussi, l'important, c'est que du fait que les deux sont liés, essayer de régler l'un sans régler l'autre, c'est pas seulement faire la moitié du travail, c'est des fois faire des choses qui sont pas logiques. Par exemple, utiliser les biocarburants pour ne plus utiliser de l'énergie fossile, eh bien souvent ça pose des problèmes au niveau de la biodiversité parce qu'on va déforester pour planter des espèces qu'on peut utiliser comme biocarburant. L'huile de palme est le premier facteur de déforestation en Asie du Sud-Est. Donc il y a des choses qu'il faut, ou par exemple quand on va revégétaliser une ville et puis qu'on va mettre plein d'espèces qui sont en fait des espèces exotiques envahissantes et qui vont mener à la disparition d'autres espèces. Donc il faut planter des arbres, oui, mais il faut planter des espèces locales. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les deux en compte. Et donc, en conclusion, la crise de biodiversité et la crise du climat, c'est très certainement le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Mais on est vraiment tout à fait à même de le relever. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, on a été sur la Lune avec des ordinateurs qui étaient grands comme une pièce, avec des moyens qui étaient vraiment incroyablement plus faibles que maintenant. Maintenant, on est 8 milliards. Si vous prenez un pourcentage assez faible de petits génies ou de gens extraordinaires, vous voyez que ça fait une quantité gigantesque. Et que le moindre petit geste que chacun fait, s'il est répété des millions ou des dizaines ou des centaines de millions de fois, ça fait un effet gigantesque. Donc, il est évidemment crucial d'agir en conséquence, mais je voudrais terminer sur un message quand même positif qui est que il y a beaucoup de succès en biodiversité, de programmes de conservation. Ça marche et surtout la grosse différence entre la biodiversité et le climat, c'est que la biodiversité est résiliente. Lorsqu'une espèce est laissée tranquille, elle peut redémarrer très très vite. Et donc, il y a énormément de cas d'école maintenant qui montrent à quel point les écosystèmes peuvent se régénérer rapidement. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Vous avez réussi en 1 heure, à travers vos films et maintenant à travers cet exposé, à nous mettre vraiment tout sur la table. La seule chose qui n'y est pas encore, mais c'est à nous d'y répondre, c'est le facteur humain. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire et on n'arrive pas à le faire. Alors ça va être un peu le fil rouge ou vert, je ne sais pas, de la table ronde. On va avoir maintenant 3 personnes qui ont une grande expertise, qui vont faire écho à ce que vous avez dit. J'accueille autour de cette table, tout à ma gauche, Délia Fontaine, qui travaille pour le canton de Genève. Je vais la présenter plus en détail tout à l'heure. C'est Anthony Lehmann de l'Université de Genève, Institut des sciences de l'environnement. Puis, à ma droite, Sarah Person, directrice romande de ProNatura, une ONG qui a fêté ses 112 ans, c'est juste, ou 115 ans. Donc ça fait 115 ans d'engagement et de combat pour la nature, la biodiversité. Et je vais commencer par Anthony Lehmann. Et Anthony, vous êtes biologiste aquatique de formation. Vous avez effectué votre doctorat sur les plantes aquatiques des rives du Léman. Votre engagement s'est porté aussi sur les outils cartographiques et statistiques d'analyse de l'environnement, parce que toutes les données scientifiques, il faut les synthétiser, les montrer, les représenter, un peu comme on a eu depuis 1 heure maintenant. Et actuellement, vous êtes professeur associé à l'Université de Genève. Vous êtes vice-directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. C'est bien juste ? J'étais. Ah, d'accord. Bien. Vous l'étiez rectifions ce qu'il y a sur le site internet, parce que j'ai pris sur le site internet de la semaine qui s'ouvre ce soir, où vous dirigez, par contre ça je crois que c'est encore juste, vous dirigez le laboratoire Envirospace qui explore diverses solutions pour mieux comprendre et gérer les ressources naturelles dans une perspective de meilleure durabilité. Connaître pour agir, si je peux dire, et ceci en lien étroit avec les banques de données géoréférencées locales et globales. Alors vous allez nous
reprendre un peu la deuxième partie de l'exposé de Franck Courchamp pour focaliser sur ce point, quelles sont les synergies négatives et les synergies positives entre climat et biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut faire localement et globalement, et qu'est-ce qu'on peut entendre, parce qu'on entend de plus en plus, c'est les solutions fondées sur la nature. Et ça, Courchamp a fini son exposé un peu là-dessus en disant il y a de l'espoir, la biodiversité peut se régénérer peut-être plus facilement que le climat, si on peut dire, et c'est là-dessus qu'on mise aussi souvent pour mitiger, je dirais, et modérer les effets du changement climatique, notamment en matière de température. Anthony, on se réjouit de vous entendre. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de me focaliser sur mon domaine d'expertise, qui en effet est autour de l'analyse des données spatiales et statistiques, et avec ce laboratoire SPACE, où on essaye de trouver des solutions pour cartographier et modéliser la complexité de notre environnement. On a compris que la biodiversité, c'était complexe, mais le domaine du climat tout autant, l'eau, etc., tous ces sujets brûlants de l'environnement sont extrêmement complexes. Donc moi, dans ma carrière, j'ai essayé d'amener, au travers de la cartographie, des moyens de comprendre, quantifier, cartographier tous ces enjeux. Alors, je ne suis manifestement pas le seul, et quand on regarde le rapport sur l'état de la santé de la biodiversité et des services écosystémiques dont on a entendu parler, on voit qu'il y a des quantifications qui sont faites et des chiffres qui nous ont été présentés. Pour pouvoir faire tout ce travail, il faut qu'il y ait des observations de terrain qui soient faites, et ensuite une généralisation, une cartographie, une quantification pour pouvoir ensuite dire qu'en effet, les principales menaces qui planent sur la biodiversité, c'est les changements d'utilisation du sol, la surexploitation, les espèces invasives, etc. Et puis qu'on arrive à quantifier le pourcentage d'espèces menacées, 25%, juste ici, 25% d'espèces à risque d'extinction, mais ce n'est pas que les espèces, c'est aussi, on a vu la biodiversité à ces différentes échelles, 47% des écosystèmes naturels qui ont été dégradés, les communautés écologiques qui sont déséquilibrées, et la biomasse aussi de l'ensemble de ces communautés qui est largement perturbée, comme on l'a vu avec l'exemple des mammifères. Donc tout ça, c'est les effets directs qui influencent et perturbent cette biodiversité, mais on s'est aussi rendu compte que les facteurs indirects, c'est tout ce qu'il y a en amont, c'est toute la manière dont on gère nos sociétés qui fait qu'on a ces effets directs du climat et des autres perturbations sur la biodiversité. Alors dans ce rapport, on nous a présenté certaines figures, c'est un peu petit, on nous a parlé de services écosystémiques aussi, de la valeur intrinsèque de la biodiversité qu'on retrouve ici au travers de ces petites barres oranges, la richesse en espèces, les services dits matériels et les services dits de régulation. Et grâce à ces outils de modélisation qu'on a développés, on peut faire des scénarios et explorer le futur. Ça, c'est peut-être une des caractéristiques de l'homme, c'est qu'on est capable de se projeter dans le futur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres espèces qui sont capables de le faire, mais on peut imaginer notre futur et imaginer que si on arrive à se maintenir dans un futur durable ou un futur où on a un optimisme économique, on va trouver des solutions technologiques à tous nos problèmes, ou un monde en concurrence régionale, différents scénarios du futur qui vont montrer dans les différentes régions du monde comment, généralement, on peut augmenter ou baisser certains, par exemple, des services ici matériels pour notre bien-être, mais c'est généralement au détriment des services de régulation et puis au détriment de la biodiversité, de la valeur de la biodiversité, où je me suis trompé, c'est entre les deux couleurs. Donc, on voit qu'il y a une concurrence quelque part entre la biodiversité et certains des services qui sont rendus. On peut les quantifier et le projeter et explorer différents futurs possibles. Donc on a parlé aussi du GIEC ou de l'IPCC en anglais, de ce panel aussi maintenant nouveau sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES. Et dans un rapport récent du WWF, ils ont exploré un peu tous ces liens qu'il y a entre changement climatique, l'humain et la nature, et comment, alors voilà, je vous laisserai lire un peu ces phrases, mais les activités humaines entraînent le changement climatique, mais le changement climatique lui-même affecte l'humain,
l'être humain peut protéger et avoir un rôle positif sur la nature contribue à la vie humaine et à son bien-être, etc. Donc on voit que tout ça est intimement lié. Et au centre de cette figure, il y a en effet, ce dont René Longer a parlé, ces solutions fondées sur la nature, dont on entend de plus en plus parler. Comment on peut... En fait, la nature, on a vu, hein, c'est là depuis longtemps, ce sera sans doute encore là quand nous, on aura disparu. Elle a plein de solutions à nous apporter et on a intérêt, comme l'UICN le propose et le soutient avec d'autres, de s'inspirer de tout ce que la nature nous apporte pour trouver des solutions, à la fois pour notre bien-être et pour celui de la biodiversité. En fait, maintenant, le paradigme, c'est de lutter pour ensemble, nature et humain, vivre en harmonie sur cette planète. Donc les solutions basées sur la nature, il y a des choses qu'on connaît déjà, la protection, hein, proposer des aires protégées, une meilleure gestion des écosystèmes, travailler sur nos infrastructures, ramener la nature en ville par exemple, ou d'autres méthodes de protection ciblée, la restauration des écosystèmes. Donc c'est un ensemble d'éléments. J'ai promis à ma sœur aussi que je parlerai réensauvagement de la nature, ramener des espèces sauvages, comme on a la chance d'avoir actuellement le loup qui revient parmi nous, et manifestement pas au plaisir de tout le monde, mais c'est quelque chose, on doit faire la place à la nature, on doit réapprendre à être modeste et insignifiant face à cette nature, et je pense que c'est des messages importants, et ça fait partie de ces solutions fondées sur la nature que laisser ce réensauvagement se faire. Nous, plus près de chez nous, avec nos outils cartographiques, on a essayé de traduire tout ce dont on a parlé sous forme de cartes. Donc on a des cartes, plus de 1000 espèces cartographiées dans la région du Grand Genève en composition. La connectivité, comment ces espèces sont capables ou pas de se déplacer entre les patchs d'écosystèmes, la structure de ces patchs, et puis les services apportés. Et avec des outils, on peut combiner toutes ces cartes et proposer les endroits du territoire genevois ou du Grand Genève qui sont potentiellement les plus riches, les plus intéressants à mettre sous une forme de protection qu'on appelle l'infrastructure écologique, qui donnerait sur le territoire du Grand Genève ces 30% les meilleurs, tels que la Convention sur la biodiversité le propose. Donc, pour aussi finir un peu sur une note positive, il y a toute une démarche aussi qui s'appelle Nature Positive Initiative, qui montre que si on laisse faire, voilà, la situation, la conclusion n'est pas très optimiste. Si on prend toutes ces mesures de conservation qu'on connaît déjà, les aires protégées, les infrastructures écologiques, etc., les projets ciblés sur les espèces menacées, on peut un peu freiner la perte de biodiversité. Mais si on arrive à changer nos modes de consommation et de production, on peut inverser la tendance et retrouver, alors pas les espèces disparues, mais regagner en abondance dans les espèces et redevenir nature positive. Ce serait l'objectif d'ici 2050. Alors, en voyant certaines personnes dans la salle que je connais bien, j'ai un peu toujours le sentiment que malheureusement, on s'adresse toujours à des convaincus et qu'on parle un peu entre nous, personnes convaincues de tous ces enjeux, et qu'on oublie que ça concerne d'autres domaines. Et moi, je suis de plus en plus frappé de voir tout ce qui se passe dans le domaine, par exemple, de la finance, avec une initiative qui s'appelle Finance for Biodiversity, un rapport tout récent où ils analysent comment il faut aller financer les efforts pour financer ces solutions basées sur la nature dans cette logique de biodiversité et de climat. Et là, on a qu'est-ce qui est positif pour la biodiversité, qu'est-ce qui est positif pour le climat. On voit que les infrastructures écologiques sont, par exemple, positives pour les deux, mais il y a des choses comme rester dans les fossil fuels, c'est négatif pour la biodiversité et pour le climat. Et donc, il s'agit maintenant de guider les investissements dans les activités qui seraient, si possible, en synergie et positives pour les deux domaines. Voilà. Merci Anthony. Donc les synergies positives existent, les causes sont les mêmes, les réponses sont souvent les mêmes. Maintenant, tout n'est pas harmonie. Franck Courchon nous a déjà dit, parfois on arborise à tort et à travers, parfois on fait des... Voilà, on mise sur les carburants biologiques, puis en fait on détruit la biodiversité, etc. Donc parfois on est bien intentionné ou on n'y réfléchit pas. Et c'est là où les ONG sont extrêmement précieuses, les scientifiques d'abord, puis les ONG aussi, puisque
c'est de nouveau voilà, comment on présente les choses et comment on fait pour sortir des impasses dans lesquelles nous sommes. Alors, je vais donner la parole dans quelques instants à Sarah Person-Perret. Merci d'être là, Sarah. Vous venez de Neuchâtel et vous êtes directrice romande et membre de la direction de ProNatura de 2017, parce qu'on parlera de... Voilà. Vous avez étudié la biologie à l'Université de Neuchâtel et les sciences politiques à l'Université de Genève. Vous avez été secrétaire général du Forum national pour la compensation écologique de 1999 à 2007, avant de poursuivre votre carrière à l'Office fédéral de l'environnement à Berne, où vous avez dirigé la section espèces et milieux naturels de 2007 à 2017. Et vous étiez notamment responsable de l'élaboration de la stratégie biodiversité suisse. Vous allez nous donner un bref aperçu sur un sujet qui est très actuel et pas forcément aussi harmonieux qu'on voudrait qu'il soit, parce que certaines interventions au nom de la transition énergétique, notamment l'implantation ou la valorisation ou l'utilisation de ressources d'énergie renouvelables hors de l'espace bâti, peuvent poser problème. On a des controverses sur l'hydraulique, sur le solaire, sur l'éolien, sur la biomasse, sur le bois, peut-être sur la géothermie, parce que ces solutions peuvent avoir un impact négatif sur la nature. Alors c'est sûr que la nature va bénéficier sur la durée, bien évidemment, d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais quelles atteintes peut-on accepter? Comment peut-on les mitiger? Voir, y a-t-il là aussi des synergies positives? Autrement dit, quelles sont vos lignes rouges pour protéger ce qui est vert? Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Peut-être en préambule, donc on ne m'a pas demandé de faire une présentation. Normalement, c'était une table ronde, donc je ne vais pas faire une longue présentation, mais vous amener quelques éléments de réflexion pour la discussion peut-être qui aura lieu tout à l'heure. Et puis j'avais des messages en fait à vous passer. Le premier message qui était important, qui a déjà été dit en partie, c'est que la crise de la biodiversité et la crise du climat sont intimement liées, sont deux faces d'une même médaille, et qu'elles sont induites par l'homme, on l'a entendu, qu'elles nous menacent, nous, intimement, mais elles menacent évidemment aussi notre planète. Et par ces éléments-là, ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'en fait, quelque part, on n'a pas le choix. On doit combattre ces deux crises ensemble. On ne peut pas se permettre en fait de se dire qu'on va combattre la crise du climat et puis dans quelques années, si on arrive à combattre cette crise, tout d'un coup se réveiller et se dire maintenant on va commencer à combattre la crise de la biodiversité. La crise de la biodiversité, vous l'avez entendu, elle est moins visible que la crise du climat. En tout cas pour nous ici en Europe actuellement. Pourtant, en Suisse, et on a peu parlé en fait des menaces en Suisse, mais en fait en Suisse, on est encore moins bien loti, je dirais, que les pays qui nous entourent. En Suisse, les espèces menacées, les milieux naturels menacés sont plus élevés. Il y a plus d'espèces menacées, de milieux naturels menacés en Suisse que par exemple dans les pays européens qui nous entourent. On a à peu près 40% des espèces qui sont menacées et à peu près plus de la moitié des milieux naturels qui sont menacés en Suisse. Donc, c'est énorme. Je ne vais pas vous refaire tout le cours qu'on a eu avant, parce que c'était vraiment très intéressant, puis je pense que vous avez compris. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'actuellement, il y a quand même des processus politiques en cours qui cherchent activement en fait, à sacrifier la biodiversité sur l'autel de la transition énergétique. On nous explique qu'en fait, il faut sacrifier la biodiversité pour pouvoir en fait, faire cette transition énergétique. Et au Parlement, les dernières sessions ont été particulièrement catastrophiques par rapport à la protection de l'environnement, de la nature. Et ceci n'est pas nécessaire et c'est certainement pas très intelligent. La deuxième chose que je voulais vous dire, puis voilà, c'était juste, on a pris la même image, parce qu'effectivement, c'est une image, je pense, qui est assez parlante. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a des solutions qui existent pour juguler les deux crises en même temps. Peut-être pour vous expliciter, en fait, il y a une alliance environnement qui est composée de Greenpeace, de ProNatura, l'ONG que je présente ce soir,
WWF et l'ATE qui se sont mis ensemble et qui ont décidé qu'il fallait proposer des solutions. C'est-à-dire, quelque part, on s'est bien rendu compte qu'il y avait cette tension très forte entre la protection de l'environnement, la biodiversité et des solutions à développer pour le tournant énergétique. Et puis, on s'est mis autour de la table pour vraiment essayer de proposer en fait, des solutions qui pouvaient amener en fait, à cette résolution de ce problème et atteindre la neutralité carbone, tout en ménageant en fait, cette biodiversité. Il y a 6 axes en fait, qui ont été développés. Aujourd'hui, je ne vous présente que 3, très rapidement. Le premier axe, c'est un axe assez important, c'est qu'en fait, il faut que le tournant énergétique soit rapide et bien planifié. Et puis ça, c'est un vrai enjeu pour nous en Suisse. C'est-à-dire que quelque part, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, vous avez les projets se font de manière assez individuelle. Donc, il y a des projets d'éolien, des projets d'augmentation des barrages hydrauliques, etc. Et puis, en fait, c'est des choses qui se font de manière individuelle dans le paysage, sans forcément tenir compte, en fait, des valeurs écologiques qui sont présentes. Et ça, c'est très contre-productif et pourrait tout à fait être résolu s'il y avait un cadre clair qui a été défini, que ce soit au niveau national, au niveau de la Confédération, au niveau cantonal, dans les plans directeurs. Alors, il y a certains cantons qui font ce travail, heureusement, qui ont fait cette pesée des intérêts et qui font en sorte que la planification se fasse au bon niveau, puis qu'on choisisse les bons endroits pour faire les bonnes choses, tout en préservant, en fait, les valeurs écologiques qui doivent être préservées. La deuxième chose, c'est que l'énergie doit être utilisée de manière efficace et avec sobriété. On est tous conscients de ça. Il y avait aussi des éléments là-dedans dans le discours de Monsieur le maire. Et c'est un des axes quand même très importants, c'est qu'en fait, on doit apprendre à moins consommer d'énergie. On a eu la preuve par la force l'année passée que c'était possible, que le politique, l'économique, la société civile pouvaient se mettre ensemble pour essayer d'économiser l'énergie. Alors apparemment, on n'a pas beaucoup économisé, mais on avait l'impression de beaucoup économiser. Mais pour vous dire qu'en fait, quelque part, il faut vraiment qu'on réfléchisse à diminuer notre consommation d'énergie. Et il y a des façons, en fait, de diminuer cette consommation d'énergie. On peut, si on s'y met, en fait, des projections le montrent, diminuer notre consommation de 50% d'ici 2050. Je ne rentre pas dans les détails pour qu'on ait encore un peu de place pour la discussion. Et finalement, il faut vraiment qu'on axe maintenant le développement des énergies renouvelables sur le solaire. C'est vraiment une des énergies renouvelables qui est la moins développée en Suisse, très largement moins développée, alors qu'en fait, elle a un énorme potentiel. Je ne vais pas non plus aller plus loin, parce que sinon, ça va aller un peu plus loin. Mais pour vous dire qu'en fait, quelque part, il y a un potentiel, il y a des solutions, il faut les appliquer, il faut les mettre en œuvre. Et le politique a un grand rôle, l'individu évidemment aussi, mais le politique aussi, en définissant des cadres qui sont clairs et auxquels, en fait, tout le monde peut s'orienter et éviter justement que la nature, en fait, soit sacrifiée pour cette transition énergétique, alors que nous avons tous entendu très clairement ce soir que si on veut survivre, on aura besoin aussi de notre biodiversité. Voilà, si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails, vous pouvez aller sur notre page de l'Alliance environnementale Umweltallianz, malheureusement en allemand, .ch, mais qui vous présente en fait ces 6 axes qui montrent comment, d'ici 2035, on peut arriver à sortir du dilemme dans lequel on se situe. Parfois, les bonnes intentions conduisent pas au bon résultat, donc réfléchissons et ayons toujours à l'esprit aller ensemble vers la biodiversité et le climat et pas en ordre séparé, parce que c'est là où on se trompe. Maintenant, on a donc eu la parole scientifique, la parole des ONG, et maintenant la parole des pouvoirs publics. Il a été question de politique, hein, la transition elle a été faite par Sarah. Ça, c'est des options qui se discutent au Parlement, qui ont été discutées. La politique a tranché, le peuple peut aussi trancher. Donc la politique de la ville de Genève, vous l'avez entendu par la bouche du maire de la ville de Genève, mais le canton est aussi là et s'engage également dans une vision transversale et, j'allais dire, systémique. Alors, Délia Fontaine, quelques mots sur votre parcours.
Un riche passé d'engagement à la fois scientifique, associatif et dans les collectivités publiques. Donc vous avez fait un peu la synthèse de ces trois positions qu'on peut avoir dans la société à l'égard de cet enjeu. Et c'est pour ce dernier aspect que vous êtes là ce soir, puisqu'après 12 ans à ProNatura, également, ProNatura, dans l'éducation et l'environnement, 4 ans à l'État de Genève comme responsable du programme Nature en ville. Il a été question de comment on renature les villes. Et maintenant, vous êtes la représentante depuis quelques mois de la biodiversité dans le plan climat, et un plan climat deuxième génération du canton. Alors dites-nous comment ça se passe et comment on arrive à faire cette synthèse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup à la ville de Genève pour son invitation. Je suis vraiment ravie d'être là. Alors sans vouloir passer trop de temps sur mon parcours parce qu'il est tout à fait insignifiant, mais quand même je voulais y revenir en un mot parce que je pense que c'est un très joli signe et puis c'est très encourageant de voir qu'aujourd'hui au sein des équipes climat, des biologistes sont engagés et puis que la thématique de la biodiversité est vraiment portée au sein maintenant de collaborateurs avec une casquette claire qui ont pour mission, telle que je l'ai au sein du plan climat cantonal, de faire le lien au niveau administratif, au niveau de l'institution cantonale, entre la crise de la biodiversité et la crise climatique. Au même titre que je suis ravie que cette soirée inaugurale de la Semaine du climat soit consacrée à la biodiversité. Donc je vais aller très vite parce qu'on a pris beaucoup de temps, puis l'objectif c'était quand même de pouvoir dialoguer avec vous. Oui, le climat se réchauffe. Il se réchauffe en Suisse 2 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Donc on a déjà aujourd'hui les premières conséquences de ce réchauffement climatique. On s'approche tranquillement du climat équivalent à celui de 1000 ans, avec cette carte que vous avez là, ce qu'on appelle les jumeaux climatiques, qui est une étude effectuée par l'Université de Genève. Les scénarios prospectifs nous prédisent pour 2100 un climat équivalent au sud de l'Italie, les Pouilles, Lecce. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà passé des vacances d'été là-bas, mais on peut s'imaginer un petit peu ce qui nous attend dans les projections qui sont faites aujourd'hui par les scientifiques. Bien sûr, face à ce constat, des objectifs doivent être fixés et une responsabilité doit être prise. Première cause du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez ici un petit schéma qui montre la tendance des émissions sur le canton de Genève, donc avec une courbe moyenne qui est quand même heureusement en diminution. Donc vous voyez la courbe orange qui a tendance quand même à diminuer, et ce malgré une augmentation de la population. Donc ça c'est quand même des signes qui sont très réjouissants. On a notamment des beaux succès en matière de rénovation du patrimoine bâti, en matière de mobilité, création de nouveaux axes pour la mobilité douce. Mais en même temps, si vous regardez la courbe traitier, ça c'est les objectifs qu'on s'est fixés. Donc la première croix, c'est les objectifs à 2030, donc une réduction de moins 60% des émissions. Donc 2030, c'est demain. Et puis la deuxième croix, la neutralité carbone en 2050. Et puis bien évidemment, plus on se rapproche, donc on voit déjà que le virage avec la courbe actuelle est extrêmement brusque. Et puis évidemment, plus on se rapproche de l'objectif, plus la pente s'accroît. Donc voilà, un constat qui est déjà extrêmement alarmant et préoccupant. Et puis bien sûr, je ne vais pas revenir sur les liens entre biodiversité et climat parce que ça a été expliqué de manière magistrale. Mais j'aime bien prendre l'exemple du lagopède qui n'a pas encore été cité, donc je prends juste une seconde pour le mentionner, qui a une magnifique technique de camouflage, donc qui est capable de transformer son plumage du brun gris en période estivale à un blanc immaculé pour la période hivernale. On peut bien imaginer qu'avec la montée du niveau de la couverture neigeuse, le lagopède, demain, ou même peut-être déjà aujourd'hui, se trouve en grande difficulté toute une partie de l'année. Et puis je ne reviens pas sur les exemples de pollinisation qui ont déjà été largement abordés. Peut-être juste encore ce schéma que j'aime bien montrer parce que je pense qu'il est vraiment illustratif de la manière systémique dont il faut qu'on considère aujourd'hui les liens entre climat et biodiversité. Donc c'est un schéma qui est issu d'un atelier qui a été fait conjointement par les experts du GIEC et les experts de l'IPBES et qui démontre comment des mesures favorables au climat peuvent avoir des conséquences positives pour la biodiversité, c'est tous les traits en bleu du schéma du haut, et négatives pour la biodiversité, c'est tous les traits en rouge. Et puis le schéma du dessous, c'est l'inverse, c'est-à-dire toutes les mesures favorables à la biodiversité
qui ont des conséquences positives ou négatives sur le climat. Et ce qu'on peut constater assez facilement, c'est que les mesures en faveur de la biodiversité ont quasi toutes tendance à avoir également des conséquences très positives sur le changement climatique. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord, aucune des deux crises ne pourra être résolue sans traiter l'autre. Donc au niveau cantonal, cet objectif percole à travers deux plans stratégiques. Donc le plan climat cantonal, deuxième génération, qui est en cours de révision, donc troisième génération attendue pour l'année prochaine, et la stratégie biodiversité, avec un plan d'action qui est également en cours de révision. Et aujourd'hui, il est très important de pouvoir travailler ces deux plans de manière systémique. Donc ça, en quelques mots, de quelle manière on a l'intention ou on a l'objectif de se saisir de cet enjeu. Donc, tout d'abord, je l'ai dit, c'est travailler de manière systémique les objectifs. On n'est plus uniquement sur de la transition énergétique, mais on est sur une transition écologique dans le sens global du terme. Pour ça, c'est renforcer le narratif, parler d'une même voix, utiliser les mêmes termes quand on parle de crise climatique et crise de biodiversité. On a aussi aujourd'hui un récit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est très clair. On sait où on va, on sait quels sont les enjeux, on sait quoi faire. Sur le volet de l'adaptation au changement climatique, c'est un récit qui reste à développer. Il faut aujourd'hui qu'on puisse s'aligner sur une vision, sur un objectif commun et puis sur le chemin que nous souhaitons prendre pour y arriver. C'est très difficile parce qu'évidemment, on a énormément de projections, mais on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Donc, il faut s'adapter à quelque chose d'inconnu, mais c'est néanmoins le défi face auquel on est posé aujourd'hui. Dans le contexte du plan climat cantonal, ce que nous comptons faire, c'est mettre à jour tout ce qui est analyse des risques climatiques et puis notamment la question des risques qui sont combinés. Donc risque climatique, risque biodiversité, mais ça concerne aussi les effets de santé, les effets d'approvisionnement énergétique, etc. Ou les risques complexes, donc les risques qui ont tendance à se cumuler l'un l'autre. Et ça, typiquement, les risques climatiques ont tendance à se cumuler avec des risques d'effondrement de la biodiversité pour atteindre des résultats qui sont bien plus dommageables que s'ils n'étaient pas cumulés. C'est l'histoire des pièces de monnaie, notamment, qui ont été démontrées magnifiquement. Et puis, on compte mener aussi tout un travail réflexif pour identifier, dans le cadre du plan climat cantonal, toutes les synergies, donc les co-bénéfices des actions en faveur du climat, mais aussi toutes les incohérences, donc tous les risques de mener des actions en faveur du climat qui risquent de péjorer la protection de la promotion de la biodiversité. Et puis finalement, donc on a un axe entier du plan climat qui est consacré à la biodiversité. Et il faut aujourd'hui que cet axe puisse mettre en évidence les enjeux de la biodiversité à travers le prisme climatique et puis monter en envergure. Voilà pour les quelques pistes d'action. Je vous remercie et puis je me réjouis de pouvoir débattre avec vous. Je vais vous proposer de prendre quelques questions. Je vais les noter, je vais les prendre les unes après les autres et des panélistes que vous aurez interpellés vont répondre. Oui, bonsoir. Merci à toutes et tous pour ces magnifiques présentations très intéressantes. Moi, j'aurais une question sur comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. On a vu qu'avec le climat, c'est relativement compliqué. On n'a pas vraiment réussi à trouver la potion magique pour avoir l'effet d'entraînement. Vous l'avez mentionné, on est 8 milliards d'individus, les petits gestes, ça va être super, mais visiblement, ça ne marche pas. Parce qu'on continue à accroître les émissions. Avec la biodiversité, si vous permettez, c'est encore plus compliqué. Parce que l'avantage du climat, c'est que, bon, on ne le voit pas, mais on le sent au moins. On a une perception qu'il y a des catastrophes, on remarque quelque chose, et on peut mesurer les émissions de CO2. Donc j'en profite pour dire qu'il y a un nouveau calculateur d'empreinte climat qui est à votre disposition. Donc on peut tous, en fait, si on le souhaite, savoir un peu notre impact. En revanche, pour la biodiversité, il n'y a aucune mesure perceptible pour le commun des mortels. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut traduire ça pour que les 8 milliards de petits gestes permettent de sauver la biodiversité? Ma question, c'est sur la crise et l'épanouissement et l'espoir. La biodiversité et le climat. La biodiversité et les changements climatiques, l'histoire, ça a commencé ensemble. Seulement, plus tard, il y avait le GIEC pour le changement climatique, mais ce n'est que 15 ans plus tard qu'il y avait IPBES pour la biodiversité. Il y avait les objectifs d'Archi, la ville japonaise, pour la biodiversité, qui était un fiasco,
parce que tout le monde s'est désengagé. Mais plus tard, il y avait la crise Kyoto pour les gaz à effet de serre. Mais maintenant, nous sommes maintenant en 2023. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, la durabilité même dans la finance. Quand nous étions au musée MAMCO, parce que ce musée était en restauration, c'est là-bas que l'association sur la finance durable. Maintenant, voilà, la durabilité même dans la finance. Mais maintenant, si on va y aller de l'avant, pour quel est l'espoir, comment peut-on vraiment cadrer la richesse de la biodiversité, en même temps que peut-être satisfaire ou vraiment pour réduire le gaz à effet de serre. Bon, c'est plutôt un commentaire qu'une véritable question. Enfin, les deux, parce que les deux, si vous pouvez élaborer sur ça, merci beaucoup. Bonsoir et merci à tous. Alors ma question est la suivante. Je viens d'ingurgiter un gros volume qui s'intitule La croissance verte contre la nature. Et ce qui en ressort, c'est qu'on essaye de financier, de breveter le vivant sous toutes ses formes, les plus fines comme les plus grosses. Et je me suis demandé si en Suisse, on était aussi victime de cette financiarisation de la biodiversité et du vivant. Merci. Merci. Donc on a 3 questions assez ciblées. Je vais peut-être demander à Franck déjà de répondre à ces 3. Si je résume votre commentaire, monsieur, tout à l'heure, c'est un peu... Voilà, est-ce que la finance va pouvoir traiter cela, si j'ai bien compris? Est-ce que la finance est vraiment présente au chevet du climat et de la biodiversité? Alors je vous laisse répondre aux 3 questions, puis ensuite les panélistes qui le souhaitent peuvent commenter. Alors super, moi je ne suis pas du tout expert là-dedans, dans la finance. Je vais essayer de répondre un petit peu quand même, parce que notamment la dernière question qui se raccroche à cette histoire de finance me fait penser à une des questions les plus clivantes qu'il y a en ce moment en biologie de la conservation, c'est le financement du vivant, le fait de breveter le vivant, parce que pour une partie de la communauté scientifique et pour une partie de la communauté des gestionnaires de la biodiversité, des décisionnaires, si on ne met pas d'argent dessus, on ne quantifie pas une valeur économique de la biodiversité, alors elle ne sera jamais protégée. Et pour une autre partie de la communauté scientifique et des autres acteurs de la protection de la biodiversité, si on met une valeur économique sur la biodiversité, on risque de vendre un permis de détruire. Et de toute façon, c'est un petit peu utopique de pouvoir donner une valeur économique à certaines choses. Quelle valeur a le lac Léman? Quelle valeur a une espèce? Si cette espèce disparaît, combien on a perdu pécuniairement? Quelle est la valeur du Mont Blanc, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont au-delà de la question, on va dire, conceptuelle, voire même éthique. C'est des choses qui sont débattues tout simplement parce que les différentes communautés pensent que les effets sont différents, vont mener dans un cas justement à une meilleure prise en compte de la biodiversité parce que les gens ne jurent que par l'argent, et dans l'autre cas c'est non, justement on va rester à l'argent et la biodiversité va être détruite au nom de l'argent. J'ai pas de réponse là-dessus, j'ai de l'espoir, sinon je serais pas là. Je pense que la solution première, c'est l'éducation et l'information. Donc vous avez fait le premier pas puisque vous êtes là. Après, il faut diffuser cette information. Mais je pense que si tout le monde était au courant de l'importance de la biodiversité, de l'importance de la crise de la biodiversité, mais aussi de l'importance du climat et de la crise du climat, parce que, détrompez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes sensibilisé à ça que l'ensemble de la population l'est. Si tout le monde était au courant de ça, je pense que ce serait beaucoup plus facile d'agir. Or, on est à l'ère de l'information, et je pense que c'est donc la voie rêvée pour débloquer après tout. Après, au niveau technique, au niveau financier, à tous ces niveaux-là, on sait faire. Il faut d'abord informer les gens. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer par rapport à ce qui vient d'être dit, Sarah? Moi, je voulais réagir par rapport à la question qui a été posée par madame, par rapport au problème
non, pardon, c'était monsieur, par rapport au problème de la visibilisation, en fait, du déclin de la biodiversité ou l'invisibilité, en fait, de cette problématique. Et je pense qu'effectivement, c'est un des grands défis qu'on a, que ce soit en tant qu'ONG, mais aussi en tant qu'autorité, rendre visible, en fait, cette disparition et cette perte qui se fait, et qui se fait quand même assez rapidement, malgré tout. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ces dernières 20 années, qu'il y a eu vraiment un accroissement très significatif lié notamment à l'agriculture, à la pollution. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a quand même un accroissement significatif et ce n'est pas visible. Alors je pense que ce soir, et c'est pour ça que j'ai pris aussi le micro, je trouve que l'effort que vous avez fait à travers votre film est quand même extraordinaire. Et j'ai vu beaucoup de choses sur la biodiversité. Je pense que vous avez réussi, en fait, quand même, c'était pas très long, je sais plus, c'était quoi, 30 minutes, en fait, à vraiment capturer l'essence. Alors le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive, en fait, à transmettre ça, ce contenu, et cette complexité, en fait, aux gens, à la population, aux décideurs, aux politiques. C'est une vraie question, mais ce serait absolument nécessaire. Et nous avons fait une campagne de sensibilisation, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour Natural cette année. Et on a essayé d'imaginer, on a fait une image par effet domino. Donc en fait, et le dernier domino, c'est l'humain, puis l'humain qui tombe. Si toutes les espèces tombent, en fait, l'humain finit aussi par tomber. Mais c'est très compliqué. Et je ne suis pas sûre que ça ait très bien marché. On va évaluer, en fait, dans la mesure prochainement, pour voir, en fait, s'il y a une différence, en fait, dans la perception de la question de la perte de la biodiversité ou pas suite à cette campagne. Et je crains malheureusement que ce n'est pas forcément très positif, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Et puis, vous avez fait un énorme effort dans nombreux sens. Juste pour préciser que le film est gratuit, disponible sur Internet, il est sur YouTube. Passez-le dans vos écoles, passez-le dans vos entreprises. Profitez-en, il est gratuit, quoi. Ça ressemblait un peu à un mot de la fin, Sarah, ce que vous avez dit là. Je pense que c'est une belle perspective, mais j'aimerais aussi vous donner la parole pour quelques mots de la fin. Delia et Anthony. Merci beaucoup. Peut-être faire un commentaire qui rassemble certaines des questions posées. En effet, on a besoin de données et de comprendre cette biodiversité. On a besoin aussi d'aller convaincre d'autres domaines, et c'est pour ça que j'ai amené ce slide sur Finance for Biodiversity. C'est très important. On est tous sur la même planète. On dépend tous d'un modèle économique qui doit fonctionner. Et on peut se réjouir que finalement, moi, j'ai passé 20 ans à essayer de tirer la sonnette d'alarme sur l'état de la biodiversité sans que ce soit répercuté du tout. Alors, je n'étais pas le seul, hein, d'autres l'ont mieux fait que moi, mais ça n'avait pas d'effet. Là, on a passé dans une autre étape. Les gens demandent des solutions et les entreprises aussi demandent des solutions. On doit être capable de leur dire sur quoi il faut investir, qu'est-ce qui est bénéfique ou pas sur le climat, la biodiversité. Et on n'y est pas encore, il y a urgence. Moi, je suis moins optimiste sur le fait qu'on va y arriver, honnêtement. Je pense qu'on va devoir passer par un crash du système parce qu'il va falloir le réinventer. On ne peut pas juste adapter un petit peu ici, un petit peu là et trouver des solutions technologiques ou autres pour arriver à répondre à cette baisse de production de CO2 qu'on a vu à laquelle il faudra arriver. Et ça, c'est juste Genève, mais c'est globalement... Je ne sais pas, c'est une équation compliquée. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai la réponse à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre la crise climatique. Et puis, comme dit si bien le conservateur de la biodiversité du canton qui est présent ici ce soir, pour résoudre l'effondrement de la biodiversité, il faut lui laisser de la place. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a à faire, la nature. Ce qu'elle a simplement besoin, c'est d'avoir un espace pour exister. Je suis volontairement provocatrice. Évidemment que ce n'est pas si simple. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme on le dit souvent, les solutions, on les a, on les connaît. Par contre, on n'arrive pas à les implémenter et à les activer. Et pourquoi? Il y a un schéma que je voulais vous présenter ce soir, mais M. Longet m'a dit qu'il fallait que je fasse court, donc je ne l'ai pas fait. J'ai quand même voulu le faire par oral très rapidement. C'est un schéma qui a été fait par la SCNAT et puis qui démontre comment en fait des valeurs sociétales qui sous-tendent voilà, nos modes de vie, par exemple la mondialisation, par exemple le consumérisme,
ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la biodiversité. Ces éléments tendent à renforcer la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et une fois que ces deux crises se renforcent, nos comportements sociétaux vont également continuer à se renforcer. Donc on assiste en fait à une boucle, rétroaction négative comme on dit, qui fait que nos comportements initiaux tendent à renforcer une situation de crise et donc on va renforcer nos comportements initiaux. Et pour sortir de ce schéma-là, par contre, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, il y a un élément dont on parle peu à mon avis et qui devrait être beaucoup plus débattu dans ce genre de réflexion, c'est la question des comportements. Comment est-ce que nos comportements, comment est-ce que nos valeurs sociétales viennent influencer la biodiversité et le climat. Et là-dessus, il faudrait pouvoir mettre beaucoup d'énergie, de réflexion, de neurones et de ressources. Merci. Alors on arrive à la fin de ces 2 heures et quelques minutes de plus de lancement de cette belle semaine. Je vais vous laisser partir avec quelques réflexions également que je tire de ce qui a été échangé. Il a été dit tout à l'heure que l'être humain avait ceci de spécifique, c'est qu'il était capable d'anticiper. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que pendant les quelques, j'allais dire, millions d'années que l'espèce humaine est sur Terre, elle a quelque part pris sa place en se positionnant contre la nature quelque part. Puis maintenant, on a tellement combattu la nature qu'on est en train de la vaincre. Alors la seule guerre qu'on ne peut pas se permettre de gagner, c'est la guerre contre la nature, parce qu'on perdrait tout. Or, on est quand même encore sur cette lignée-là, et ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire qui est programmé, et qui est programmé par des atavismes depuis la nuit des temps, eh bien, il n'a pas encore enregistré les résultats de son action. Et c'est ça un peu notre contradiction, c'est qu'on est sur une lancée dont intellectuellement, on sait qu'elle est destructrice et autodestructrice, mais on est programmé pour continuer malgré tout sur cette lancée. Alors, Anthony, vous l'avez dit, hein, c'est des modes, vous l'avez tous dit, c'est les modes de consommer, les modes de produire. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on doit faire, la finance le sait aussi, tout le monde le sait, et on continue, et notamment dans le domaine des offres, j'allais dire, des programmes politiques qui sont présentés aux électrices, aux électeurs, qui sont dans le monde entier, hein, les options que prennent les peuples ne sont pas forcément éclairées par la raison ou par la compréhension de la valeur de ce que la nature nous offre. Et là, je suis moins pessimiste par contre sur le fait de mettre des chiffres, parce que vous avez dit il y a près de 600 milliards d'euros, de dollars par an que la nature nous offre, par exemple en pollinisation. Si on devait payer cela, je pense que la politique agricole, elle aura encore une toute autre facture que maintenant. Donc ce n'est pas vendre la nature, c'est concevoir une relation entre la nature, qui est une économie, c'est-à-dire qui produit et qui accumule du capital naturel sur laquelle notre société, sans lequel notre société ne pourrait pas exister, mais il faut aussi le prendre en compte. Il n'est pas normal que l'économie humaine fasse abstraction de ce qu'il a fait vivre. Et là, quelque part, il faut faire une passerelle entre la logique de la nature et la logique économique. Peu importe le discours, il faut juste qu'il soit audible et qu'il oblige les raisonnements économiques, qui sont aussi ceux des politiques, parce qu'ils sont toujours axés sur l'économie, quelque part historiquement et nécessairement, puissent inaugurer une nouvelle perception de l'économie. C'est une nouvelle économie qu'il nous faut et qui comprend que sans le capital naturel et sans le travail de la nature, il n'y a pas d'économie. Et donc on doit sortir des silos. On a compris qu'il fallait sortir du silo climat et biodiversité pour voir les enjeux de manière systémique, mais il faut se sortir du silo entre nature, culture et économie, parce que tant que ces domaines seront séparés, on ne va jamais y arriver, chacun répétant son langage dans son cercle de convaincus. Alors vous avez dit tout à l'heure, plusieurs ont dit, ici on est tous convaincus, je ne sais pas, je pense qu'on est tous convaincus, mais maintenant je crois que les uns les autres, nous sommes encore mieux outillés pour répondre autour de nous ce que nous avons entendu. Et c'est ça, en cela, cette semaine, je trouve, elle se lance magnifiquement bien avec tout ce que vous avez dit ce soir, donc les 4 autour de cette table, parce que c'est le sens de cette semaine, c'est de réfléchir en étant informé, de répercuter cette information, et une fois qu'on a bien compris, de la traduire en action. Alors je vous donne rendez-vous pour, je crois, il y a une 40aine d'ateliers, de conférences et d'événements qui sont maintenant prévus à partir de demain jusqu'à
jusqu'au 3 décembre, puisqu'on aboutit ensuite sur le Festival international des films sur les glaciers qui se tiendra au Grutli du 1er au 3 décembre. Et sinon, vous avez tout le programme sur le site internet dédié. Vous pouvez le regarder sans autre, c'est www.semaine-climat.ch. Donc, regardez le riche programme qui vous est proposé et faites honneur à ce programme et profitez pour mieux comprendre ce qui se passe et surtout pour vous impliquer davantage dans les actions et impliquer peut-être aussi celles et ceux que vous connaissez qui n'ont pas été là ce soir et qui donnez leur envie de venir aux autres rendez-vous. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.